peut-être de l'année alors on tourne, on va vers de nouveaux records, j'y arrive, sur les carburants et les prix de l'essence à la pompe, 15h50 en direct de Prime Finance. Nous retrouvons son associé gérant Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. Bon, la mesure du gouvernement annoncée, officialisée hier midi par Pierre Moscovici, par Bercy, les prix baisse aujourd'hui de 6 centimes d'euros, répartition quasi équitable entre l'État, donc vous et moi les contribuables, et distributeurs et producteurs de pétrole. Ça vous agace, ça vous fait sourire, ça vous déprime? Sébastien, on va pas aller jusque là. Simplement, ça correspond à ce dont on avait discuté ensemble. C'est qu'un vrai blocage des prix sur le pétrole n'est pas possible. Oui. Les seules solutions qui étaient éventuellement envisageables, c'était un petit effort de la part des pétroliers, mais on l'avait dit, les marges des pétroliers sont relativement faibles, donc il y avait peu d'efforts possibles. Et puis après, effectivement, une réduction des taxes, mais qui dit réduction des taxes dit réduction des revenus. Il va donc falloir trouver d'autres ressources ailleurs, et donc probablement des hausses d'impôts autre part. Donc c'est un peu une non-mesure, et en tout cas ce n'est pas la baisse et le blocage des prix du carburant qu'on nous avait promis. Pierre Moscovici qui faisait savoir d'ailleurs hier que voilà le G7 allait communiquer, les 7 pays les plus industrialisés au monde, pour s'adresser directement à l'OPEP et lui demander d'augmenter sa production. On entend derrière, on comprend bien le mécanisme, augmenter la production, donc inonder le marché pour faire baisser les prix, parce que a priori, vous le répétez quand même depuis des semaines, c'est pas une histoire de demande, c'est pas la demande qui flambe là. Oui, et on peut toujours augmenter la production, mais on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand on regarde les chiffres déjà aujourd'hui, la production pétrolière mondiale est supérieure à la demande pétrolière mondiale. On a aujourd'hui une production mondiale qui se situe aux alentours de 90 millions de barils contre une demande qui est inférieure. On a pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre de l'année une des estimations de consommation de pétrole qui se situe aux alentours de 89 millions de barils et demi, c'est-à-dire un petit peu en hausse traditionnellement à cette période de l'année. Et on a pour équilibrer cette demande, il faudrait qu'on ait une production de la part de l'OPEP qui se situe aux alentours de 31,5 millions de barils par jour, ce qui est aujourd'hui dans les clous de ce que produit l'OPEP. Alors c'est vrai que l'OPEP avait indiqué il y a quelque temps au travers de son secrétaire général qu'elle pourrait revoir sa production et revenir plus près de son objectif réellement fixé qui était 30 millions de barils par jour. Néanmoins, aujourd'hui, l'OPEP joue le jeu. Il y a un autre problème, c'est que les capacités excédentaires de production de l'OPEP ne sont pas énormes. Il n'y a que l'OPEP quasiment dans le monde qui a des capacités excédentaires de production. Ce sont les seuls à pouvoir ouvrir ou fermer le robinet. Ces capacités totales de production excédentaires, elles se situent aux alentours de 2 millions de barils par jour. Mais tous les pétroles dont on dispose en capacité excédentaire ne sont pas tous de la même qualité. Ce qui veut dire que la capacité excédentaire réelle est de 1 million de barils par jour. Compte tenu du fait qu'à côté de ça, on a réduit le rôle de l'Iran et qu'on a perdu à peu près 1 million de barils par jour par là, c'est quand même un peu difficile à demander à l'OPEP de faire davantage d'efforts et de tourner quasiment au maximum auquel elle peut tourner, avec le risque de voir n'importe quel incident venir perturber le prix du pétrole de façon relativement soutenue. Il n'y a pas grand-chose donc à chercher du côté de l'offre et aussi du côté de la demande. Il y a des facteurs, vous avez cité l'Iran, il y a les facteurs géopolitiques, on en parle régulièrement. Il y a malheureusement aussi les facteurs conjoncturels, les facteurs classiques, météorologiques. On parle beaucoup d'Isaac en ce moment. Est-ce que ça joue là selon vous? Est-ce que ça en tout cas ça maintient les prix à la hausse? Alors Isaac joue un rôle à très court terme parce qu'on a été obligé de fermer des plateformes pétrolières. Bon, la bonne nouvelle est tombée tout à l'heure. A priori, l'ouragan a évité les plateformes pétrolières, donc il y a peu de dégâts, ce qui veut dire que la production devrait reprendre assez vite. Ouais, bonne nouvelle pour le pétrole, parce que ça risque quand même. La bonne nouvelle pour les prix du pétrole, effectivement, ça risque de faire rebaisser les prix du pétrole, et la bonne nouvelle tout court, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'incident et que donc les dégâts matériels et humains sont probablement très faibles. Au moins sur les plateformes pétrolières. Après, on espère que ce sera pareil sur les terres. Pour ce qui est du pétrole, on a un autre problème majeur aujourd'hui, c'est que on arrive en septembre à une période où il y a beaucoup d'opérations de maintenance qui sont prévues, et au niveau des champs pétroliers, notamment, on en avait parlé dans les semaines précédentes dans la mer du Nord, avec le champ de Besart qui est un des champs les plus importants pour la fixation du prix mondial du pétrole, qui va être en maintenance complète au mois de septembre, donc il produira plus rien. Ça risque d'entraîner des tensions, et puis également une grosse opération de maintenance sur les raffineries, puisqu'on passe de la saison d'été où on a essayé de produire un maximum de produits raffinés de type essence,
pour la saison de ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis, où il y a un pic de consommation des produits raffinés type essence ou diesel. Et on passe à des produits distillés un petit peu différents qui vont servir pour faire du fioul domestique pendant la période de forte chaleur au Moyen-Orient et pour préparer l'hiver dans l'hémisphère nord. Donc on va avoir une baisse de la capacité de raffinage. Or, on a aujourd'hui des stocks de produits raffinés qui sont à des niveaux relativement tendus, bien en dessous des moyennes 5 ans en Europe, à des niveaux assez faibles également aux États-Unis, et on a tout incident sur le reste des raffineries qui sont disponibles peut avoir des conséquences très importantes là sur le cours des raffinés. On l'a vu d'ailleurs depuis 2 jours avec l'incident majeur qu'on a eu sur une raffinerie au Venezuela, dont on a un peu parlé sur votre antenne. Dramatique accident avec des dizaines de 40 morts effectivement, et puis une des plus grosses raffineries, la plus grosse raffinerie du Venezuela, qui est quand même le 5e pays exportateur mondial, hein, rappelons-le. Et qui a, je crois, les plus grosses réserves au monde, désormais. Oui, qui a les plus grosses réserves au monde, devant l'Arabie Saoudite, effectivement, même si ces réserves aujourd'hui ne sont pas exploitables compte tenu des niveaux de prix que l'on trouve déjà chers, mais qui sont encore bien insuffisants pour qu'on puisse exploiter ces ressources dans de bonnes conditions. Allez, on se prend 2 minutes, à peine 2 minutes, Benjamin, pour parler de l'or. On sait que ça vous tient à cœur aussi chez Prime Finance, et nous, ça nous intéresse, ça nous passionne aussi dans Intégral Bourse. On est autour de ce chiffre un peu kabbalistique, des $1,666. À l'instant 1660 à Londres pour l'once. Est-ce que là encore, elle est dépendante, ce métal est dépendant des banquiers centraux, pas forcément de Draghi, mais de Jackson Hole, avec Ben Bernanke attendu au tournant en fin de semaine? Oui, je crois que là, ce qui a clairement permis à l'or de reprendre sa marche en avant, ce n'est pas encore la demande, parce que la demande, notamment en provenance d'Inde, qui était le plus gros consommateur mondial jusqu'à l'année dernière, il semblerait que cette année ça va être la Chine, cette demande n'est pas repartie. Bon, elle devrait quand même plutôt repartir dans les semaines qui viennent, parce que la mousson qui avait pris un peu de retard est en train de s'améliorer, ce qui devrait améliorer le revenu des paysans, et les paysans constituent les plus gros acheteurs d'or en Inde, donc c'est important. Mais c'est essentiellement à cause de ces politiques monétaires, avec des nouveaux assouplissements monétaires à attendre de la part des États-Unis. Donc le discours de Ben Bernanke vendredi à Jackson Hole est très attendu. Et s'il confirme que il y aura bien un assouplissement monétaire et sans doute un quantitative easing 3 avant les élections américaines, on peut voir l'or refranchir les $1,700 et repartir sur sa tendance haussière pour retourner tester ses plus hauts avant la fin de l'année, probablement, oui. Benjamin Louvet en direct de Prime Finance à 1660 à l'instant pour l'once d'or. Benjamin, à très bientôt sur BFM Business et dans Intégral Bourse. 15h50.